Bonjour Didier Chaudet, merci d'avoir répondu à l'invitation du Club France Initiative. Alors Didier Chaudet, vous êtes un vrai Français à l'étranger, basé en Chine. Vous êtes un consultant indépendant, expert sur les questions géopolitiques et sécuritaires en Asie, et en particulier spécialiste de l'Afghanistan et de son environnement régional, l'Iran, le Pakistan, l'Asie centrale post-soviétique. Vous avez vous-même vécu en Afghanistan. Vous êtes chercheur associé à l'IFEAC, l'Institut français d'études sur l'Asie centrale. On vous a beaucoup vu et entendu ces dernières semaines avec l'actualité, notamment dans les Échos, Le Parisien ou sur TV5 Monde. Enfin, je signale à nos auditeurs le numéro d'Orient Stratégique, une revue universitaire que vous avez dirigée sur les relations entre l'Asie et le Moyen-Orient. Alors Didier, l'Afghanistan a été au cœur de l'actualité cet été. Pourtant, ça fait plus de 40 ans que ce pays est en guerre. Il a été envahi en 2001 par les Américains et leurs alliés, dont la France, suite aux attentats du 11 septembre, dont on vient de commémorer le 20e anniversaire. À l'époque, l'objectif affiché était la capture de Ben Laden et la destruction d'Al-Qaïda. Et puis, il y a eu une volonté de reconstruire le pays à coups de milliards. Et finalement, 20 ans plus tard, on peut faire un constat d'échec avec la reprise en main du pays par les talibans. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'influence de la France. Quel est l'avenir aussi pour l'Afghanistan? Quelles sont les conséquences de cette situation pour l'environnement régional, pour la France, pour l'Europe? C'est de tout ça dont on va discuter aujourd'hui. Alors, première question, pourquoi les talibans ont-ils su reprendre le territoire afghan et même Kaboul si rapidement, et avez-vous été surpris? J'ai été surpris par la rapidité, très clairement. Mais hélas, ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est un peu un mauvais conte moral. La corruption détruit tout. Ce qui s'est passé avec les talibans, c'est qu'ils ont réussi d'abord à prendre les campagnes. Les talibans eux-mêmes viennent des campagnes. Ils représentent une partie de ces campagnes pashtunes, rurales, très conservatrices. Ils ne sont pas les seuls représentants de l'Afghanistan rural, mais ils en sont devenus un représentant fort et armé face à un Afghanistan des villes qui vivait une vie un petit peu différente, notamment grâce à l'aide occidentale. Quand vous venez de l'Afghanistan rural, qu'est-ce que c'est pour vous la présence américaine? Qu'est-ce que c'est pour vous la présence occidentale? Ce sont des soldats qui débarquent chez vous de nuit, qui fouillent, qui sont parfois un peu agressifs, appuyés avec des soldats afghans qui ne sont pas toujours de votre ethnie et qui sont très violents également. Donc les campagnes, au bout d'un moment, ont été perdues. Déjà, il y a 2 ou 3 ans, pour The Conversation, j'avais montré que le gouvernement afghan ne tenait vraiment que 30% du pays. Donc, bien avant l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, Kaboul ne tenait que 30% du pays, au mieux, au mieux. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que la corruption qu'on avait évoquée plus d'une fois, qui faisait qu'on avait des soldats qui existaient sur le papier, mais pas en réalité, eh bien, maintenant, on en a payé le prix. Avec 20 soldats sur le papier, vous aviez 5 soldats en réalité sur place. Les 15 autres n'existaient que dans les salaires qui étaient reversés ensuite à leur chef ou à un autre réseau de corruption. Donc, face à cela, les talibans ont pu conquérir de plus en plus de territoires et à la fin, ils se sont trouvés face aux villes. Et face aux villes, ils ont fait un deal avec les leaders locaux. Les leaders locaux se sont sentis abandonnés par le pouvoir central depuis bien longtemps. Donc, ils ont souvent abandonné sans combattre. Ils ont signé une reddition en bonne et due forme, très souvent. Ils sont partis ensuite vers Kaboul. Et c'est comme ça qu'ensuite, on s'est retrouvé avec juste Kaboul à défendre. On pouvait imaginer qu'avec 88 milliards de dollars, le gouvernement d'Ashraf Ghani et avant d'Hamid Karzai avait au moins réussi à bunkériser Kaboul, la capitale. Hélas, non. Ashraf Ghani a eu peur à partir de rumeurs infondées qui ont eu lieu alors que certains de ses collaborateurs étaient en train de déjeuner à Kaboul. Il est parti sans demander son reste en abandonnant ses collaborateurs par ailleurs, qui sont revenus d'un déjeuner dans un bon restaurant kabouli pour se retrouver face à un palais présidentiel vide, face à une présidence qui a été abandonnée. C'est ça aussi la tragédie de l'Afghanistan, c'est qu'en fait, certains de nos alliés non seulement étaient corrompus, mais n'étaient pas prêts à se battre. Alors,
Dans ce contexte finalement très, très triste, comment voyez-vous l'avenir de l'Afghanistan sur le court terme? Je vous avoue que moi, j'ai d'abord peur pour les Afghans, pour Monsieur Tout-le-Monde, pour ceux qui n'ont pas pu partir. Je comprends l'intérêt par rapport aux questions spécifiques comme les droits de la femme, la défense des droits humains, c'est vrai. Mais avant de penser aux droits, essayons de penser à la survie. L'économie afghane est dans un très mauvais état. La situation était déjà difficile avant le départ d'Ashraf Ghani. Mais quand les talibans sont arrivés à Kaboul, ils pensaient retrouver tout l'argent de la banque centrale afghane en Afghanistan, ce qui montre qu'ils n'avaient pas vraiment d'économistes dans leurs troupes. Ils se sont retrouvés avec juste 0,1-0,2% des 9,4 milliards de dollars qui sont associés à la banque centrale afghane. Pas assez pour maintenir les ministères, pas assez pour maintenir le minimum syndical pour faire fonctionner un État. L'hyperinflation tape à la porte de l'économie afghane. Aujourd'hui, dans un certain nombre de familles de classe moyenne dans la capitale, donc c'est encore pire ailleurs, dans la capitale, un certain nombre de familles de la classe moyenne vivent avec du thé et du pain et n'ont pas accès à plus. Le Covid a déjà eu un impact désastreux sur l'économie. La situation était difficile avant, même avec le soutien américain, et maintenant le soutien américain occidental a disparu. La communauté internationale comprend bien qu'il faut aider l'Afghanistan d'un point de vue humanitaire. Est-ce que ça sera suffisant? Là est la question. Mais ça devrait être l'obsession de tout le monde aujourd'hui, avant n'importe quel autre sujet. La survie de l'Afghanistan, la survie de la population afghane et réussir à aider à stabiliser un petit peu son économie. Bien sûr, si on ne pense qu'à la géopolitique, si l'économie s'écroule, les talibans pourraient s'écrouler, on pourrait se fracturer, on pourrait se retrouver face à la guerre civile. Mais il n'y aura que les géopoliticiens de comptoir qui vont s'amuser de ce genre de choses. J'avoue que personnellement, ce qui m'intéresse, c'est la situation de la population locale. La situation des enfants afghans aujourd'hui est assez difficile. Essayons de leur éviter une nouvelle guerre civile. Quiconque a connu de près ou de loin une guerre civile sait que c'est la pire horreur qui soit. Juste en un mot, c'est quoi aujourd'hui l'économie afghane? L'économie afghane, c'est d'abord l'agriculture. D'ailleurs, rappelons que la France a aidé à relancer le travail autour du coton, par exemple. Ça peut sembler peu de choses vu de loin, mais en fait, c'est essentiel pour ce type de pays. 70 à 74% de l'Afghanistan, c'est le monde rural. Et c'était des échanges un petit peu limités dans la région, mais ça restait assez limité, ça restait très agraire. C'est pour ça que la stabilité en Afghanistan est essentielle. Le grand rêve, bien sûr, c'est que la stabilité soit telle qu'on puisse penser à ces gros projets qui font fantasmer un certain nombre de géopoliticiens à Washington, notamment, comme le pipeline Tapi, allant du Turkménistan à l'Inde et permettant de faire transiter du gaz naturel de l'Asie centrale à l'Inde, voire même passant par le Pakistan pour aller vers la Chine. Là, il y aurait des droits de passage assez intéressants. Ça pourrait aider l'Afghanistan à se reconstruire. On fantasme aussi sur le fait que l'Afghanistan pourrait être l'Arabie saoudite du lithium. Donc, je trouve ça très, très intéressant, mais en fait, on n'a aucune preuve concrète. On a un rapport américain qui parlait de 1000 milliards de ressources. Et ensuite, quelques années plus tard, on a eu un rapport afghan, à prendre vraiment avec des pincettes, qui a multiplié tous les chiffres américains par 3. En fait, on a très peu de preuves. Et c'est vrai que ce qui m'avait été dit sur place, dans la région ou du côté chinois, c'est sûr, potentiellement, il semblerait qu'il y a des choses intéressantes. Mais comment ça se fait qu'en 19 ans de présence sur place, les Américains n'aient pas essayé de développer ce potentiel? Et du coup, il y a quand même de gros doutes, notamment du côté chinois, du côté de ceux qui auraient les moyens de financer ce type d'investissement qui pourrait transformer l'Afghanistan. Mais avant d'avoir une Arabie saoudite du lithium, essayons déjà d'avoir un pays en paix. Et là, c'est le travail de la communauté internationale d'essayer d'aider à stabiliser les choses.
même si on n'apprécie pas les talibans, essayons de penser au peuple afghan. Alors, justement, le jeu des différents acteurs impliqués dans la question afghane est plus que complexe. Pourriez-vous nous présenter succinctement ces acteurs et leur influence aujourd'hui en Afghanistan? Et dans ce contexte, quel rôle possible pour la France dans cette nouvelle donne, finalement? Bien sûr, quand on parle de l'Afghanistan, on parle toujours du Pakistan. C'est le frère siamois, c'est le frère ennemi. C'est aussi le pays qui a servi comme excuse du côté des Occidentaux pour expliquer du côté des Américains, notamment pour prouver pourquoi ils ne réussissaient pas à stabiliser l'Afghanistan. Ça a aidé aussi un certain nombre de voix en Europe et aux États-Unis pour essayer de préserver cette image un petit peu idyllique, mais aussi orientaliste des Afghans, ces gens forcément ouverts, forcément bons, forcément prêts à l'éducation des filles, etc. Les Afghans sont comme tout le monde. Il y a des conservateurs, il y a des progressistes partout, en Afghanistan y compris. En fait, le problème qu'on a eu avec le sujet du Pakistan, c'est qu'on n'a pas voulu comprendre que déjà les tensions entre Pakistan et Afghanistan, c'était une affaire géopolitique. En 1947, le Pakistan émerge de la partition avec l'Inde. Le seul pays qui refuse l'entrée du Pakistan à l'Organisation des Nations Unies, c'est l'Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas la frontière qui a été tracée par les Britanniques. Les Pashtuns au pouvoir à Kaboul veulent récupérer les territoires Pashtuns à l'intérieur du Pakistan. Et quand on écoute un certain nombre de nationalistes Pashtuns ou afghans, on arrive à une situation où en fait, ils réclameraient l'équivalent de 30 à 40% du territoire pakistanais. Bon, c'est quelque chose qui ne passe pas. Donc, en fait, dès les années 50, le Pakistan et l'Afghanistan sont dans une situation un peu de guerre froide. Mais en même temps, ils ont besoin l'un de l'autre d'un point de vue économique. Les Pakistanais ne veulent pas être pris en étau. Les Afghans ont besoin du Pakistan pour pouvoir faire du commerce à l'international, notamment via Karachi. Donc, en fait, ici, on est face à deux pays qui sont dans une vieille tension. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon ici. Et en fait, peut-être que la grande erreur des Américains, c'est de ne pas avoir accepté que faire la paix à Kaboul passait par Islamabad, voire même passait par un processus de paix en Asie du Sud entre Afghans et Pakistanais, Pakistanais et Indiens. Les Pakistanais ne se sont pas sentis sécurisés par la vision des choses des Américains, qui les traitaient comme des vassaux, et donc ils ont protégé leurs intérêts. Donc, bien sûr, ils n'ont pas ciblé les talibans de façon très poussée. Ils ont regardé ailleurs quand ils passaient la frontière. Et aujourd'hui, on est aussi assez content qu'ils aient fait ça pour pouvoir parler aux talibans via les Pakistanais. Donc, en gros, du côté du Pakistan, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas faire la paix en Afghanistan sans le Pakistan et qu'en fait, si on veut un jour la paix dans la région, il va falloir que ces deux pays s'entendent entre eux. Et c'est une erreur de ne pas avoir soutenu ce genre de choses. Vous avez aussi l'Iran. L'Iran, c'est l'autre frère ennemi. En fait, toutes les critiques qui ont été faites contre le Pakistan ont été faites par les Afghans contre l'Iran. Et en fait, c'est la même situation, un rapport à la frontière un peu difficile, notamment lié au trafic de drogue, et le fait que si vous voulez la stabilité en Afghanistan, il faut aussi le soutien iranien. Le Pakistan et l'Iran ensemble, ce sont eux qui s'occupent vraiment des réfugiés afghans. Ce qu'on fait en Europe, en comparaison, c'est relativement limité par rapport au poids des migrations afghanes vers l'Iran, vers le Pakistan. Donc, en fait, si on veut la stabilité plus tard en Afghanistan, il va falloir parler à ces deux pays. Il va falloir parler à Téhéran, il va falloir parler à Islamabad. Ensuite, vous avez des pays qui sont moins importants, mais qui pèsent tout de même. L'Asie centrale et de loin la Russie. La Russie s'est impliquée aussi en Afghanistan et a changé son discours. Ce qui montre aussi une certaine flexibilité de la diplomatie russe. C'est ce qui m'a toujours marqué sur place. Ce sont des gens du côté des diplomates russes, qui se focalisent sur une zone et qui restent dans la zone toute leur carrière. Et en termes de retour d'expérience, c'est assez extraordinaire. Ils connaissent la région. Souvent, un certain nombre de personnes qu'on retrouve en Afghanistan, qu'on a retrouvées en Afghanistan ces dernières années, sont des gens qui étaient là sous les soviétiques. Donc, ils connaissent les langues, ils ont les réseaux et du coup, ils sont plus influents qu'on ne le pense. Et ils ont changé leur discours d'une opposition aux talibans à une entente prudente. Ils ne leur font pas totalement confiance,
mais ils savent qu'ils doivent passer par eux pour avoir une influence en Afghanistan, donc ils l'ont accepté. Et pour stabiliser l'Asie centrale post-soviétique, qui est le plus important pour eux. Et puis, il y a bien sûr maintenant la Chine. La Chine est également très prudente, mais elle a utilisé les Pakistanais pour créer des liens forts en Afghanistan. Aujourd'hui, les Chinois connaissent les talibans, peuvent parler directement avec eux et négocier avec eux notamment le fait qu'ils gardent un œil sur les quelques djihadistes ouïghours qui seraient présents en Afghanistan, qui seraient présents dans les rangs des talibans. Demain, si on veut reconstruire l'Afghanistan, il va falloir l'aide, le soutien financier notamment de la Chine. Et la France dans tout ça, déjà, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas dire, qu'il faut arrêter de dire que la France n'a rien fait en Afghanistan ou que l'action française en Afghanistan n'a servi à rien. Déjà, ce n'est pas respectueux par rapport à nos soldats. 89 d'entre eux sont morts sur place, 760 blessés, parfois gravement, parfois à vie, des séquelles psychologiques. À côté de ça, on a eu une implication qui était à la hauteur de la France. La France est une puissance moyenne avec des intérêts globaux, donc il ne faut pas s'attendre à un changement radical des choses, mais un travail a été fait. Un soutien à l'éducation, un financement à des hôpitaux, une aide à l'agriculture, comme je l'ai rappelé sur le coton. Ça peut paraître des petites choses, mais pour les Afghans, pour les zones qui ont été touchées par cette aide, c'était beaucoup. Maintenant, le grand souci pour l'influence de la France en Afghanistan, ça a été le même que pour l'influence américaine. Ça a été le mur de la corruption. Ça a été le mur posé par certaines élites locales qui ont profité, qui ont détourné de l'argent. Pour vous donner un exemple, la France a donné 61,5 millions de dollars, dans la Capissa, la province dans laquelle 600 soldats français étaient basés jusqu'en 2012, donc à 4 districts, pour reconstruire, pour améliorer les choses, pour améliorer l'infrastructure, etc. Sur ces 61,5 millions de dollars, 10 millions ont été utilisés à coup sûr, c'est confirmé par des acteurs politiques, des acteurs associatifs locaux. Mais ça veut dire que tout le reste, on ne sait pas à quoi ça a servi. On ne sait pas ce que ça a donné en fin de compte. Et quand on regarde l'état de l'hôpital principal de la Capissa, construit en partie grâce à l'argent français, eh bien on se rend compte, on a un bâtiment qui représente aussi cette corruption. 2 ans après la construction, les murs s'effritaient déjà. Il y avait des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes au niveau, dans le service des enfants. Et tout ça, ce n'est pas la faute de la France, mais c'était la faute de la corruption au niveau local, de cette capacité assez impressionnante, assez maléfique, pour dire les choses clairement, d'un certain nombre d'élites locales censées aider à reconstruire le pays et qui ont détourné de l'argent. Bien sûr, on pourrait dire, mais alors, comment ça se fait que la France ne s'en est pas rendu compte? Mais les Américains ne s'en sont pas rendus compte. Les Allemands ne s'en sont pas rendus compte. Tous les Occidentaux ont fait cette même erreur là-dessus. Peut-être d'avoir trop confiance dans les institutions locales, mais aussi on voulait respecter leur indépendance. Donc un certain nombre de problèmes viennent vraiment de ces élites locales qui ont abandonné le pouvoir, pas de la France. Bien sûr, des choses peuvent être améliorées. Vous voyez, par exemple, moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que il a fallu le travail des parlementaires pour pouvoir avoir un peu plus d'informations sur ces sujets-là. Par exemple, sur le nombre de blessés, les armées n'ont pas voulu donner le nombre de blessés exact de soldats français pour ne pas démoraliser l'armée et pour ne pas inspirer l'ennemi. Donc, le chiffre que je vous ai donné et tous les chiffres que vous entendrez par rapport aux blessés, ce sont des chiffres qu'on a extrapolés par rapport aux chiffres américains. Donc, c'est un peu gênant de ce point de vue-là. Plus généralement, on a un Freedom of Information Act en France, comme aux États-Unis, qui date, lui, de 1978. Mais pour des raisons qui m'échappent un petit peu, il est bien moins efficace que l'équivalent américain.
Là-dessus, les parlementaires pourraient aider, à mon avis, à changer les choses. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que si on a eu des Afghanistan Papers qui nous ont donné d'énormes informations sur les erreurs qui ont été faites par les Américains, qui ont été diffusées grâce au Washington Post, c'est grâce à ce Freedom of Information Act et c'est grâce aussi au travail de Retex, de retour d'expérience du côté américain. 2000 pages de travaux, 400 spécialistes civils et militaires interviewés pour faire ce qui a donné ensuite les Afghanistan Papers. Et en fait, il a juste fallu, du côté des journalistes du Washington Post, se battre pour déclassifier ce document. Il faudrait en France qu'on fonctionne de la même manière, que ce soit du côté du Quai d'Orsay, que ce soit du côté du Parlement, qu'on puisse avoir ce travail poussé de retour d'expérience pour voir ce qui a marché, parce que des choses ont marché. Encore une fois, il ne faut pas dire que la France n'a rien fait en Afghanistan, c'est faux, mais il faut aussi apprendre de nos erreurs pour faire mieux la prochaine fois. La France, comme n'importe quel autre pays, peut faire des erreurs aussi. Ça peut faire du mal de se dire ça en tant que Français, mais il faut quand même l'accepter. Justement, restons là-dessus avant de faire la transition avec l'Europe, le rôle de l'Europe. Qu'est-ce que justement la diplomatie française, l'État français pourrait faire pour être un petit peu plus influent en Afghanistan et peut-être plus généralement dans cette région-là, parce qu'on voit bien que c'est un jeu d'acteurs qui sont pleinement imbriqués. Si vous aviez quelques recommandations, et puis très très rapidement, en un mot, j'aurais aimé avoir votre sentiment aussi sur le rapatriement, toute cette fin de toute la sortie en fait finalement des Occidentaux de l'Afghanistan. La France y a joué un rôle. Intéressant peut-être en termes de soft power, si je puis dire. On a réussi quand même à rapatrier un certain nombre de personnes. Est-ce que vous pourriez nous donner rapidement votre sentiment là-dessus et puis nous donner une ou deux recommandations sur le rôle que pourrait avoir la France dans cette région, dans l'Afghanistan en particulier, mais dans la région? Du côté français, je dirais qu'il faut qu'on mette de côté nos critiques par rapport aux États-Unis et il faut qu'on apprenne de la situation actuelle. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas avoir d'influence en Afghanistan sans parler aux pays voisins, notamment au Pakistan, notamment à l'Iran. Nous avons des relations au niveau diplomatique compliquées avec ces deux pays, mais il faudrait changer les choses, notamment avec le Pakistan, c'est possible. J'ai vécu assez longtemps sur place pour avoir pu constater qu'il y avait une demande. Il y a une demande du côté des plus hautes sphères de l'État pakistanais, civil et militaire. Il y a un intérêt à parler avec la France. Donc, on a une très bonne relation avec l'Inde et c'est très bien. Essayons de renforcer notre relation avec le Pakistan aussi. On n'a pas à choisir de camp en Asie du Sud. Et avec l'Iran, essayons de dissocier nos différends par rapport à d'autres pays du Proche-Orient et le dossier afghan. Ça pourrait même nous permettre de retisser des liens un peu plus poussés avec les Iraniens. En général, avant de penser à notre influence aussi, essayez vraiment d'avoir des informations vraiment qui viennent de partout. On a de très bons diplomates, on a de très bons chercheurs, on a de très bons humanitaires. Essayons d'écouter tout le monde. Essayons de faire ce travail de retour d'expérience, mais écoutez vraiment tout le monde. J'ai eu l'impression parfois quand je passais sur Paris qu'on me parlait d'un Afghanistan de contes de fées et encore une fois un mauvais conte moralisateur, avec le Français qui venait défendre la femme afghane et pleurer. Encore une fois, c'est sympathique, ça peut faire du bien, ça peut réchauffer le cœur. Maintenant, on a besoin d'une approche un peu plus réaliste, d'un peu plus basée sur la réelle politique, comprendre qui sont les différents acteurs et voir comment parler à ces différents acteurs. Ça ne veut pas dire forcément reconnaître les talibans, mais ça veut dire réussir à parler avec tout le monde. Vous avez parlé de la capacité notamment française à rapatrier un certain nombre de personnes. Et ça a été fait notamment parce qu'on a réussi indirectement à parler à un acteur qui était lié aux talibans, qui a aidé à tracer la route entre notre ambassade et l'aéroport.
ces 5 kilomètres, mais j'imagine le chaos que ça a dû être pendant cette période-là. Je pense que ça a été extrêmement long, quelques kilomètres extrêmement longs pour tout le monde. Le travail a été possible parce qu'on a pu parler avec un acteur local. Sans cet acteur local, les choses auraient pu se passer beaucoup plus mal. Le rapatriement, en général, que ce soit français ou américain, peut toujours être critiqué avec de la distance. Ça peut toujours être mieux fait. Mais en fait, encore une fois, personne ne s'attendait à ce que Kaboul s'écroule. Quiconque vous dit aujourd'hui qu'on savait aujourd'hui que la bataille était perdue, parle après la bataille. Personne n'imaginait que Kaboul allait tomber aussi vite. On imaginait qu'au moins Kaboul allait être bunkérisé. Donc tout le monde a été pris par surprise. Donc tout le monde a dû s'organiser dans l'urgence. Les Américains n'ont pas si mal géré quand on voit qu'ils ont dû gérer dans l'urgence. Et les Français ont très bien géré. Je comprends qu'il y a eu tout un débat en France autour de l'ambassadeur Martinon pour, contre, comme ou très bonne action diplomatique. Je pense qu'il faut arrêter de critiquer les personnes. C'est vraiment pas le problème. Je pense que beaucoup d'acteurs, y compris nos diplomates sur place, ont fait au mieux avec les moyens du bord. Maintenant, essayons de récupérer toutes les expériences pour avoir une influence à notre niveau en Afghanistan. Très bien. Alors justement, il y a un acteur dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, c'est l'Union européenne. Finalement, quelles conséquences de l'échec américain en Afghanistan pour les Européens en général? Ça a poussé un certain nombre d'Européens à se rendre compte que les Américains pouvaient à un moment partir et s'occuper de leurs propres intérêts nationaux. Il y a eu un certain nombre de cris d'étonnement, de sanglots étouffés à Londres et à Bruxelles, dans certaines capitales européennes aussi, pour s'étonner, pour pleurer sur le fait que les Américains quittaient l'Afghanistan. Les Américains ont été sur place pendant 19 ans. Ils ont dépensé 2260 milliards de dollars. Ils ont perdu plus de 2000 hommes. Ça n'est même pas leur front principal. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Ils ont tué Ben Laden, ils ont liquidé une bonne partie d'Al-Qaïda. En fait, ils ont tellement liquidé Al-Qaïda en Afghanistan que si on veut être un peu taquin, ils l'ont quasiment reconstruit en faisant une guerre qui ne servait à rien en Irak. Et ils ont même laissé Daesh émerger à partir de cette guerre irakienne. Donc, en fait, ils avaient réussi ce qu'ils voulaient faire dans ce premier front de la guerre contre le terrorisme en Afghanistan. Il était naturel qu'à un moment, ils partent. Ça n'était pas 2000, 2500, 3000 hommes qui permettaient de maintenir la stabilité de l'Afghanistan. Donc, que des Européens ne comprennent pas ça, c'est assez gênant parce que ça montre chez un certain nombre de nos élites, diplomatiques, intellectuelles, politiques, qu'elles ne comprennent pas la géopolitique. C'est un peu logique. Un certain nombre de personnes n'ont pas compris qu'après notre grand élargissement à l'Est, on allait avoir quelques moments de tension avec la Russie. Et ils ont été pris par surprise par ça aussi. En fait, les Européens se voient rappeler par l'affaire afghane ce qu'on leur rappelle quand même de façon assez régulière ces dernières années. Ensuite, si les élites européennes n'écoutent pas, ça n'est pas la faute de Washington. Les Européens doivent être capables de se prendre en main, de prendre leur sécurité en main. Les Européens ont une économie très solide. Ils ont les moyens de se défendre eux-mêmes. Et je peux même aller plus loin, s'ils acceptaient vraiment de coopérer entre eux, s'ils étaient embêtés par le départ des Américains, ils pouvaient envoyer 3000 soldats sur place, aider l'armée afghane sans aucun problème. Ils pouvaient remplacer les Américains demain s'ils le voulaient. Mais pour ça, il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique, notamment quand il s'agit de construire une véritable armée, de soutenir les fonds nécessaires pour avoir une armée digne de ce nom. Et si on veut un fonctionnement de type armée européenne, une vraie coopération, mais où chacun met la main à la poche. L'armée française est la seule qui tienne un peu la route parmi les armées européennes. On avait nos camarades britanniques, un autre type de frères ennemis, mais malgré tout des frères. Maintenant, ils ne sont plus en Europe. Donc, il va falloir travailler avec les autres. Il va falloir que tout le monde réfléchisse véritablement sérieusement à penser l'Europe de la défense. Mais l'Europe de la défense, ça ne peut pas être un petit bataillon qui est organisé entre différents soldats européens et qu'on n'implique jamais nulle part. Ça n'est pas sérieux. Il faut penser d'un point de vue stratégique. Il faut penser comment on veut fonctionner
proche de l'Europe, mais aussi au-delà. Si on veut s'impliquer dans des pays comme l'Afghanistan, il faut s'en donner les moyens. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc ici, je résumerai les choses à une chose. Arrêtons de critiquer les Américains et essayons de construire une vraie défense européenne digne de ce nom. Et si on ne peut pas le faire, qu'au moins un certain nombre de pays forts à l'intérieur de l'UE, je pense bien sûr à la France, mais je pense aussi à l'Allemagne, coopèrent ensemble de façon bien plus poussée pour avoir une capacité de projection renforcée. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Didier Chaudet. Et on reprend une nouvelle saison des entretiens du Club France Initiative. On démarre avec vous donc, sur l'Afghanistan, qui était vraiment l'actualité de cet été. Et puis, un exemple, si je puis dire, d'un Français qui vit à l'étranger depuis un certain nombre d'années, qui a beaucoup voyagé, qui travaille sur ces différents sujets de l'influence et de la géopolitique. Et c'est vraiment le type de ressources qu'on souhaiterait mettre en avant au sein du Club France Initiative. Donc, merci pour tout ça. À très vite. Un plaisir. Au revoir. Au revoir.